Au sommaire de cette grande édition du journal télévisé des droits humains, affaire subornation des témoins, une véritable guerre des doctrinaires, le professeur Nyabirungu placé devant la science par Jean-Marie Kabengela. Vous les entendrez dans cette édition. Retour de Jean-Pierre Bemba Gombo, la VSV salue le professionnalisme de la police nationale congolaise qui a usé de la hauteur en encadrant la foule venue accueillir le sénateur. Vous suivrez la position de la VSV dans cette grande édition. Droit à la santé dans cette grande édition. 21 ans sans eau potable, la population de Kinkole a organisé un sit-in lundi dernier pour réclamer l'approvisionnement en eau potable par la Régie des eaux. Le tout, c'est dans cette grande édition que vous présente Franck Niembo. Mais avant tout, suivez cette pause. L'actualité des droits humains, c'est chaque semaine sur votre chaîne. Proposé par 24 heures Congo, le JT des droits humains revient sur le rôle du gardien du temple que jouent les ONG de droits de l'homme en RDC. Les efforts du gouvernement pour lutter contre les violations des règles de droits humains sont chaque fois épinglés. Dans chacune de ces éditions, le JT des droits de l'homme vous ouvre les portes de la connaissance de certaines notions clés. Un seul rendez-vous, un seul journal, celui fait par des professionnels. Écoutez, celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir est invincible. Le JT des droits de l'homme pour tout connaître et tout savoir. Commençons cette édition par le droit civil et politique. En RDC, le processus électoral semble être irréversible. Cap vers les élections, en décembre prochain, le bureau de réception et de traitement des candidatures reçoivent depuis le 28 juillet dernier le dossier de candidats aux élections législatives et présidentielles. Mais quels sont les critères requis pour être éligible? Tentative de réponse dans cet édito signé Charlène Missenga. La Commission électorale nationale indépendante a donné les go pour les dépôts des candidatures des élections présidentielles et législatives nationales prévues le 23 décembre prochain. Pour ce faire, les dépôts des candidatures tiennent compte des lois numéro 17/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Pour ce qui est du dépôt des candidatures présidentielles, les candidats doivent déposer leur dossier au bureau des réceptions et traitements des candidatures au siège de la CENI situé à Kinshasa. De l'autre côté, les candidats députés nationaux doivent déposer leur dossier au bureau des réceptions et traitements des candidatures de chaque antenne de la CENI. Cependant, on ne peut être candidat à l'élection présidentielle, celui ne possédant pas la nationalité congolaise d'origine. Les candidats doivent être âgés de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et doivent avoir un diplôme de graduat au moins ou justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs, économiques ou socio-culturels conformément à l'article 103 de la loi électorale. Après avoir rempli ces critères, les candidats à l'élection présidentielle font acte des candidatures auprès de la CENI en apportant tous les documents exigés conformément à l'article 104 de la présente loi électorale avec un récépissé des paiements des frais non remboursables d'environ $100 000 versés dans le compte du Trésor public. Par ailleurs, les candidats aux élections législatives doivent être des nationalités congolaises et doivent être âgés de 25 ans. Jure de la plénitude de ses droits civils et politiques et doit avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Les candidats aux élections législatives doivent avoir un diplôme de graduat au moins ou justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs, économiques ou socio-culturels selon l'article 120 de la loi électorale et doivent verser au Trésor public une caution de $1000. Selon la loi électorale dans son article 10, les personnes privées de leurs droits civils et politiques, les personnes condamnées pour corruption, les personnes frappées d'une incapacité mentale, les fonctionnaires de l'État, les magistrats, les militaires et tous ceux qui travaillent dans les institutions d'appui à la démocratie ne sont pas éligibles aux élections présidentielles et législatives. Notons que la gestion de la chose publique est un droit garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution de la République. Mais cela doit être fait dans le respect des instruments légaux. Si pour le pénaliste, le professeur Nyabirungu Mwenesonga, la subornation de témoins est une des formes de corruption,
Tel n'est pas le cas pour maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Pour lui, la loi pénale est de stricte interprétation. Par contre, un autre juriste, David Odiamouloaï, soutient qu'il est très tôt de tirer une quelconque conclusion à cette étape des choses. C'est les dossiers que je vous propose de suivre. C'est une affaire qui fait couler encre et salive dans les salons de juristes et doctrinaires congolais. D'abord, c'est cette position du professeur Nyabirungu Mwenesonga sur la subornation des témoins. Jean-Marie Kabengela, par contre, avocat de son État, est strict. Pour lui, pas de rapport entre la corruption et la subornation des témoins. David Odia, avocat également de son État, estime qu'il faut élever le débat. Certes, la loi pénale est de stricte interprétation, mais il est très tôt pour tirer une quelconque conclusion. Je suis de ceux qui pensent que la subornation des témoins est une forme de corruption qui porte atteinte à l'intégrité des procédures, qui entrave la justice et qui précisément nuit à la moralisation de l'ordre public et du combat politique dans notre pays. Je suis de ceux-là qui pensent que chaque institution doit jouer son rôle, y compris la CENI. Il n'est pas question pour des juristes bien formés de confondre la corruption à la subornation des témoins. Et nous parlons au vu de l'article 10 de la loi électorale qui érige la condamnation pour fait de corruption en une cause d'inéligibilité. Vous remarquerez, madame, que dans la nomenclature des infractions pour lesquelles un individu peut tomber dans le cas d'inéligibilité, la subornation des témoins n'existe pas. Pour les juristes pénalistes formés dans de bonnes écoles, lorsque la loi législateur dit, par exemple, que celui qui aura commis le meurtre, l'assassinat, celui qui aura commis l'assassinat n'est pas éligible. Le juriste pénaliste de bonne famille ne peut pas prendre l'assassinat pour le meurtre. Quand bien même les deux infractions amènent à la mort d'homme. Donc, lorsqu'on parle de la corruption, même si la subornation des témoins est passée par les promesses, le présent, ce n'est pas la corruption au sens de la loi pénale. Le droit n'est pas une science exacte. Et parmi les sources du droit, il y a la loi, mais il y a aussi la doctrine. Et pour ceux-là qui ont fait le droit international, savent que la doctrine et la jurisprudence sont des moyens de détermination des textes juridiques. Et mon point de vue par rapport à l'opinion du professeur Nyabirungu est clair. C'est une opinion individuelle qui rentre dans le cadre de la doctrine. Et quand on parle de la doctrine, la conséquence est logique, parce que quand on voit la doctrine, on voit la controverse. Si on ne s'est limité qu'au code pénal congolais, on n'aurait pas une facilité à imposer un lien nécessaire entre la corruption et la subornation. Par contre, quand nous considérons que le droit pénal congolais n'a pas ses sources seulement en droit interne, mais aussi en droit international, alors nous évoluons pour trouver un lien nouveau, nécessaire et légitime entre la corruption et la subornation. Et ces deux conventions nous donnent l'occasion de comprendre que la subornation des témoins est une forme de la corruption. Non, en droit pénal, l'interprétation stricte interdit l'analogie. Et là, le professeur Nyabirungu l'a enseigné. Il est curieux aujourd'hui qu'il tombe dans le contraire de ce qu'il a enseigné. Donc, la nomenclature qui a été donnée par l'article 10, elle est exhaustive. Et aucun juriste ne peut ajouter à cette liste-là ce que la liste n'a pas contenu. Jean-Pierre Bemba, même s'il a
Cour pénale internationale le condamner aujourd'hui pour subornation des témoins ou pour assassinat, n'est-ce pas? Il sera toujours éligible. Pourquoi? Parce que la subornation des témoins, l'assassinat ne font pas partie des causes d'inéligibilité retenues par l'article 10 de la loi électorale. Que les juristes qui veulent vendre leur intelligence au profit du régime nous disent au revoir, nous restons. Tout dossier où apparaîtrait une condamnation définitive irrévocable pour un certain nombre d'infractions, dont les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ou encore pour corruption. Tout dossier sera déclassé, ça c'est certain, à moins que la CENI renonce à faire son devoir. Et la loi électorale donne la possibilité à quiconque de contester l'éligibilité de tel ou tel candidat. Selon qu'il s'agit des élections présidentielles, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour juger l'éligibilité d'un candidat. Voilà, il faut saisir la Cour constitutionnelle pour contester l'éligibilité de tel ou tel candidat aux élections présidentielles, législatives nationales. Là, c'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas dans les médias, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va pouvoir trancher sur l'éligibilité de tel ou tel autre candidat. Madame. Pour rappel, cette discussion remonte à l'affaire pendante opposant le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo au procureur de la CPI, ces derniers ayant été déjà acquittés pour l'affaire principale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La CPI va se prononcer dans un avenir proche si oui ou non Jean-Pierre Bemba Gombo est responsable de subornation des témoins. À la Commission nationale électorale indépendante également d'étirer des conclusions après examen de tous les dossiers reçus au bureau de réception et traitement des candidatures. Dossier à suivre. Qui vivra verra. De retour au pays natal, Jean-Pierre Bemba n'a pas occupé sa résidence dès la Gombe. Une dizaine des ONG-DH congolaises dénoncent ce qu'elles ont qualifié de violation de domicile. Dans un communiqué conjoint, ces ONG-DH ont dénoncé également le refus pour la RDC de faciliter le retour d'un candidat déclaré en la personne de Moïse Katumbi Chapwe. Le résumé, ces communiqués vous est lu par Chantal Kabassoa. Ce communiqué signé le 5 août 2018 par une dizaine d'ONG-DH congolaises titre « La violence policière et l'exclusion discréditent le processus électoral ». Pour ces ONG, tous les candidats doivent être protégés de la même façon, dans la paix, la transparence et l'inclusivité afin de rendre le processus électoral crédible. Elles ont condamné la violence policière ainsi que les abus de droits humains qui en découlent en cette période de dépôt de candidature aux élections du 23 décembre 2018. Elles disent être convaincues que seule l'inclusivité et la transparence, la sécurisation de tous les candidats peuvent garantir la crédibilité du processus conduisant aux dites élections. Ces ONG en veulent pour preuve les restrictions dites non fondées et imposées aux deux candidats à la présidentielle. D'abord, Moïse Katumbi Chapwe, qui selon elle, a été empêché de rentrer dans son pays par la frontière de Kasumbalesa. De même que le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo d'accéder à la propriété privée familiale de la Gombe. Des cas de morts enregistrés à Kasumbalesa. Les pertes économiques dues au blocage du trafic lors de la fermeture des frontières le 3 août à l'annonce de l'arrivée de Moïse Katumbi par ce poste. Les articles 30 de la Constitution congolaise et l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, visiblement, ont été violés, a conclu ce communiqué. Restons toujours dans le même chapitre, retour de Jean-Pierre Bemba. Le 3 juillet dernier, la VSV dresse un bilan globalement positif, le professionnalisme des agents de la police nationale dans l'encadrement de la foule. Cependant, la VSV dénonce certains actes isolés liés au tir de sommation pour disperser la foule, mais aussi une jeune femme dont la jambe a été fracassée. Maître Toumba de la VSV est joint au téléphone par Chantal Kabassoa. Est de nature à favoriser la décrescence du climat politique tant souhaité dans notre pays. Le retour
a été marqué par un accueil chaleureux réservé par les sympathisants et les militants du MLC en général, et aussi la population congolaise. Nous avons remarqué, nous avons relevé un encadrement efficient de la police nationale congolaise qui a travaillé avec un professionnalisme, mais néanmoins il a été déploré quelques cas de dérapage occasionnés par le tir de sommation ou les jets de grenades à gaz lacrymogène. La VSE demande aux autorités congolaises d'œuvrer à travers de la paix, de la concorde nationale, de la décrispation politique en vue de l'aboutissement erré du processus électoral devant conduire à l'alternance démocratique avec des élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre 2018. Et aussi, les autorités RD congolaises doivent respecter scrupuleusement les instruments nationaux et internationaux garantissant le droit à la liberté de circulation et de jouissance des propriétés. Et pendant que le ZONGDH dénonce la violation du domicile du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, cet avocat voit les choses autrement. Maître Odia David évoque cette restriction qui doit être considérée comme une mesure de sécurité du sénateur et de toute sa suite. Ce qui n'est pas le cas pour Maître Eloi Moubilan Sam. Suivez-les une fois de plus au micro de Chantal Kabassoa. Pour Maître Eloi Moubilan Sam, coordonnateur de l'ONG Juristes du Monde, point n'est besoin de démontrer que la restriction pour Jean-Pierre Bemba Gombo d'accéder à sa résidence familiale est une violation de la Constitution nationale, mais aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Violation inacceptable des droits de l'homme, puisque la Constitution et les lois de la République instituent que chacun doit avoir un domicile ou plusieurs résidences. Alors, quand vous interdisez à quelqu'un de ne pas accéder à son domicile ou à sa résidence sans pour autant motiver votre décision, c'est une violation des droits humains, oui. Il y a aussi le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui aussi cite en référence la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention de droits de l'homme et de peuple de l'Union africaine. La Déclaration des droits de l'homme et de peuple de l'Union africaine, hier de l'OUA, institue aussi ce droit qu'a tout citoyen de disposer de son domicile et de sa résidence, et rien ne peut restreindre les pouvoirs publics, rien ne peut restreindre quelqu'un de pouvoir y accéder ou d'en sortir. Par contre, Maître David Odia évoque quant à lui les raisons sécuritaires prises par l'autorité compétente pour protéger le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Je pense que l'autorité, la police, peut avoir raison, parce que vous-même vous savez que dès qu'il est 20h, 21h en ville, la circulation est surveillée, il y a des barricades partout. Et le sénateur qui vient de rentrer au pays après 11 ans d'absence ne doit pas subir ces mesures-là. Il faut qu'il reste à un endroit où il peut être visité facilement, parce que le périmètre où se trouve sa résidence est surveillé. C'est à côté de la résidence du chef de l'État. Donc les mesures de sécurité sont mises en place pour pouvoir surveiller la circulation. Alors, dire qu'il s'agit
d'une violation de domicile, je ne pense pas. Cette affirmation ne tient pas la route, étant donné que cette mesure n'est pas... C'est juste une mesure temporaire qui sera levée. Je ne pense pas qu'on va lui refuser de récupérer sa résidence, Madame Chantal. Tout compte fait, Jean-Pierre Bemba a été pour des raisons de paix flexibles. Pas d'opposition pour lui, il a, pendant son séjour à Kinshasa, occupé une de ses résidences au quartier GB. Autre chose à présent, amis téléspectateurs, vous avez été mis au parfum ou non de l'éclatement de la Cour suprême de justice. Le procureur de la République de Kinkole, Guilain Mouéou Kaozi, s'en félicite. Pour lui, la justice s'est approchée de justiciable par cet éclatement. C'est un extrait que vous propose Merlin Kamalandoa. Nous sommes dans l'application ou dans le respect de la Constitution. Vous savez, parmi pas les griefs ou parmi les préoccupations du législateur, cette Cour suprême a été instituée depuis 1968. Si aujourd'hui on peut penser à son anniversaire, donc cette Cour suprême fêterait peut-être dans le quelques jours ici, c'est 50 ans. Mais cette Cour suprême, le législateur de 2006 a estimé qu'il fallait que cette Cour-là éclate. Mais compte tenu de certaines contraintes, ça devait être un processus. C'est comme ça qu'on a dit jusqu'à l'installation effective de ces juridictions d'ordre judiciaire. La Cour suprême devait continuer à être opérationnelle jusqu'à l'installation effective. Maintenant, nous sommes en train de tendre vers l'installation effective. Vous imaginez que à l'époque, quelqu'un pouvait quitter, je vous donne un cas, la cour d'appel de Mbandaka ou de l'Équateur, qui n'est qu'à Mbandaka. Mais quelqu'un qui a commis un meurtre à Guémena, ou bien à... c'est où? À Boende. Cette personne devait interjeter appel et s'il n'y a pas de moyens pour que cette personne, parce qu'elle est détenue, ce sont les magistrats qui devaient quitter Mbandaka pour aller tenir une audience en forêt, à Boende, pour juger les gens. Je vous donne seulement les cas de ceux qui commettent le meurtre. Jugé par le tribunal de grande instance, il interjette appel, c'est la cour d'appel qui doit statuer. Ces prévenus-là, ils restent dans une prison. S'il n'y a pas de magistrat, parce que lui ne peut pas quitter la prison et aller se retrouver là où il y a la cour d'appel, maintenant, on a rapproché la justice des justiciables. Droit à la santé, droit à l'eau potable, la population de Kinkole a organisé un sit-in lundi dernier pour revendiquer l'approvisionnement en eau potable. 21 ans après, cette population de la commune de Lantsele lance leur cri de détresse accompagné par le Rodesic et le CADED. Images et commentaires. Pas une parcelle sans eau potable à Kinkole. C'est le message clé que l'on peut lire sur les banderoles de la population de Kinkole venue à ce sit-in à la demande des ONGDH, Rodesic et CADED qui font du retour de l'eau potable à Kinkole leur cheval de bataille. Malgré les multiples tracasseries rencontrées sur les lieux du sit-in, Paul Kabeya est loin des désarmés. Pour lui, c'est l'eau potable à Kinkole ou rien. Parce que ça lit déjà 21 ans, c'est pas normal
Après 21 ans sans être approvisionné en eau potable, c'est une situation vraiment inadmissible. Nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à ce que la Régie des eaux rencontre les attentes de cette population. 21 ans, soit depuis l'année 1997, cette population dit ne plus être approvisionnée en eau potable. Elle croit en cette énième démarche du RODESIC et CADED pour qu'enfin cette situation trouve une solution durable. Dans l'entretemps, ces habitants disent être exposés à l'insécurité et aux diverses maladies. Depuis 1997, si le loma est besoin de difficulté à Maïmakas, comme 3 heures, 2 heures, 1 heure du matin. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous sommes exposés à l'insécurité jour et nuit, mais aussi aux diverses maladies liées au manque d'eau potable. C'est vraiment très pénible. J'avais 4 ans quand j'ai vu une goutte d'eau jaillir du robinet. Aujourd'hui, j'ai même fini mes études universitaires. La situation n'a toujours pas changé. Pour la Régie des eaux, le bien-être de la population de cette partie de la capitale est au centre de son action et comme preuve à l'appui, un premier essai, comme les démontrent ces images. Selon les témoins, ces difficultés d'approvisionnement en eau potable sont dues notamment du fait de la vétusté de la tuyauterie. Nous allons boucler cette édition, mais avant tout, voici la rubrique « Le saviez-vous ». Vous le saviez, peut-être ou pas, il y a plusieurs manières de saisir le tribunal, notamment par une citation à prévenu ou par une citation directe. Alors, quelle est la différence entre ces deux exploits? De qui émane-t-il? La réponse avec Maître Bernard Chitouakadi, interrogé par Merlin Kamalandoua dans les cadres de notre rubrique « Le saviez-vous ». La citation à prévenu, c'est un exploit qui émane de l'officier du ministère public. C'est un acte d'accusation qui émane du ministère public. Et cet exploit doit contenir différents éléments pouvant servir à identifier la personne poursuivie, les faits pour lesquels la personne est poursuivie, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, le temps, le lieu de la commission de ces infractions et la juridiction compétente pour connaître de ces infractions. Quant à la citation directe, elle est faite à l'initiative de la partie lésée par l'infraction. En d'autres termes, la victime de l'infraction. C'est le greffier qui doit rédiger cette citation. Pourquoi est-ce qu'elle est directe? Ça n'émane pas du ministère public. Et elle saisit aussi la juridiction, mais à la demande ou à la requête de la partie civile ou la partie lésée, ou la partie victime de l'infraction ou des infractions. La seule différence, c'est que quand vous lisez les alinéas 1er et 2e de l'article 57 du Code de procédure pénale, on n'oblige pas au greffier de préciser les circonstances de la commission des infractions ou de l'infraction. Voyez-vous, cette obligation est faite qu'à l'officier du ministère public et non pour la station à prévenir. Madame, Messieurs, cette édition est complètement terminée. Merlin Kamalandoua, Dieu merci Bombou, était à la réalisation. L'information reste en continu à travers notre page Facebook,
le JT de droits humains ou encore la chaîne YouTube, le JT de droits humains. Nous vous retrouvons très prochainement. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis la province orientale. Franck Niembo vous retrouve très prochainement avec le même sourire et le même plaisir. Cette information est complètement terminée. Au revoir.